parler d'un très joli terme et qui est de saison, qui est le printemps du commerce média. Donc la Zapette est là. Bonjour Nicolas, il faut allumer le micro. Alors, Bonjour à tous. quels sont les enjeux, les stratégies et les écueils à éviter pour les retailers cette année? Bon, déjà, le premier trimestre pour le e-commerce et pour les retailers, voilà, je ne sais pas si vous savez, mais était assez catastrophique. Voilà, c'était pas un très bon trimestre du e-commerce. Je ne sais pas si vous avez pu parler, il y a des e-commerçants dans la salle. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Voilà, la FEVAD sortira ses chiffres, mais voilà, le e-commerce a bénéficié. Évidemment, on se compare par rapport au trimestre de l'année dernière avec une situation sanitaire qui était évidemment différente. On est toujours sur des niveaux plus hauts du e-commerce voilà, Avant le Covid. qu'avant le Covid, mais il y a quand même eu, il y a eu quand même un effet réouverture des magasins sur ces sujets-là. Donc la question de savoir, c'est 2022, voilà, quel est l'écueil à éviter pour les retailers? Donc j'ai un peu envie de dire, là, ce qui est en train de se passer, donc il y a chez beaucoup d'annonceurs retailers un peu une remise en cause des stratégies d'activation, parce que quand on a moins 10, 20, moins 20, moins 30% de trafic et de visites sur son site e-commerce, on cherche à savoir comment on va rattraper les choses. Et puis aussi que les tarifs de la publicité ont explosé. Il y a effectivement une inflation chez certains acteurs. Voilà, pas forcément tous. J'invite les annonceurs à comparer ça. Mais donc, enfin, le conseil, je dirais, c'est ne pas refaire la même année. Ce qui est un conseil globalement que je pense qu'on peut donner à n'importe qui et chacun d'entre nous. Globalement, déjà, c'est très ennuyeux de refaire la même année. Voilà, si on a exactement les mêmes stratégies. Et surtout, si on ne réfléchit pas à changer sa façon de faire, son mix, penser à de nouvelles stratégies, investir sur des nouveaux segments de la publicité en ligne, en fait, ça va être difficile de se démarquer, de prendre des parts de marché. Et refaire la même année, ça veut dire laisser à ses concurrents, potentiellement, eux, de tester des nouveaux leviers d'activation et potentiellement des choses qui vont marcher et s'immiscer dans quelque chose qui fonctionne et qui va me permettre de gagner par le marché. Donc prendre un peu de risques. Et je dis pas ça, je dis ça évidemment de façon absolument intéressée, puisque un des sous-segments de la publicité en ligne que on aime appeler la troisième vague chez Criteo, c'est notamment le commerce média, et c'est une opportunité du coup évidemment pour ces retailers à saisir. Bah justement, alors c'est quoi le commerce média? Alors le commerce média, il y a deux choses. Il y a à la fois l'utilisation de la donnée commerce et des inventaires e-commerce. Donc c'est vraiment l'endroit où je le diffuse, mais aussi la donnée que j'utilise. Donc sur la partie données, l'idée c'est d'utiliser des données transactionnelles. Et quelque part, ça change le paradigme d'un ciblage d'audience traditionnel. D'ailleurs, c'est rigolo de dire ciblage d'audience traditionnel, ça veut dire que normalement l'audience planning c'était nouveau et maintenant on rajoute traditionnel devant, donc ça veut dire que on est vraiment un secteur qui évolue vite. Ce qu'on fait avec le ciblage d'audience depuis des années, c'est d'essayer d'analyser le comportement d'un consommateur. Je vais regarder ce qu'il consomme, je fais des personas. Et je sais que cette personne, voilà, je vais avoir plusieurs catégories de cibles clients, des gens qui vont être urbains avec un chien, etc. Enfin, vous connaissez comment on crée des médias, des plans médias. Là, l'idée, c'est de renverser le paradigme parce qu'on a la donnée, on sait ce que les gens achètent directement. Donc, on n'est pas obligé de construire un persona là-dessus et ensuite d'aller chercher les activations d'audience ou intérêts qui sont liés à ça. Je peux directement cibler les gens en fonction de ce qu'ils achètent. Et bizarrement, ça paraît assez logique, mais en fait, ça a une efficacité très forte. Parce que je cible directement des gens qui achètent des produits, mais qui ne sont pas les miens, ou par exemple, ou qui, évidemment, si je vends des meubles de jardin, potentiellement des gens qui... Ou un jardin. Voilà, parce qu'on sait qu'ils achètent des produits dans cette catégorie, etc., etc. Je peux aussi cibler des marques. Donc ça, c'est la donnée. Et le deuxième volet, c'est le retail média.
Et le retail média, eh bien, c'est des nouveaux inventaires que sont, chacun de ces e-commerce devient média et propose aux marques bien de s'afficher directement dans ces inventaires transactionnels. Donc, pour les retailers, ça devient absolument essentiel dans leur PNL. Ça pèse combien? Pour vous donner une idée, j'aime bien prendre l'exemple d'Amazon parce que c'est devenu le 3e acteur de la publicité mondiale avec 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le retail média. Si vous prenez l'activité retail d'Amazon, aujourd'hui Amazon n'est pas profitable sans le retail média. On le savait, il y a longtemps on disait ça avec AWS, on sait que c'était avec le cloud qu'Amazon était profitable. C'est plus vraiment le cas ces dernières années. Donc, si on regarde juste le retail, on ne parle plus du cloud. En réalité, sans le retail média, Amazon n'est pas profitable. Ça donne une idée de l'ampleur, de l'importance de la monétisation des audiences e-commerce. Et chez un Carrefour, par exemple? Carrefour a annoncé... Bompard a expliqué il y a 2 semaines qu'il souhaitait être le 2e acteur mondial du retail média, juste derrière Walmart. Donc en fait 3e parce qu'il mettait Amazon à part. Voilà. Chacun se met dans la catégorie qui évidemment peut l'intéresser. Mais voilà, Carrefour, 3e acteur mondial du retail média, c'est très important. Quand on considère que potentiellement ça joue sur la profitabilité, ça veut dire que ça va mettre la barre très haute pour tous les e-commerçants, notamment sur les prix. Voilà, pour s'aligner et prendre des parts de marché, il faut avoir cette part-là dans son PNL. Et donc pour les marques, donc ça c'est pourquoi c'est important pour les retailers, parce que ça fait partie du futur de leurs revenus, vraiment. Et de l'autre côté, pour les marques, eh bien, c'est un univers... extraordinaire, c'est la tête de gondole en ligne, quoi. C'est vraiment c'est le contexte d'achat pur, puisque je peux m'afficher sur vraiment juste avant d'acheter, d'être mis en avant sur un univers e-commerce. Et donc Criteo est la solution leader dans le monde qui accompagne les e-commerçants dans l'affichage des publicités sur l'univers e-commerce. Et donc, qu'est-ce qui fait votre différence? Alors, il y a dans on va dire les gros avantages compétitifs de Criteo, c'est les 2 points que je viens un peu de citer, c'est la donnée. Il y a un historique, et ça c'est grâce au reciblage publicitaire. Voilà. Criteo cherche beaucoup à se diversifier, aller au-delà du reciblage publicitaire. Mais en fait, il ne faut pas non plus... ça nous a donné une chance extraordinaire. Geneviève, tu expliquais qu'ici on était là c'était le permis de conduire pour reprendre l'usage de sa donnée. En fait, Criteo, avec le reciblage publicitaire, on a dû s'intégrer aux données first party des e-commerçants depuis le début. On est mandaté pour activer ces données finalement à l'extérieur, quoi. Ça nous a donné en fait une force sur nos nouveaux produits aujourd'hui, puisque on a 22 000 retailers dans le monde entier sur lesquels on a cette connexion aux données first party. Donc ça, c'est ça. Vous avez beaucoup d'acteurs en fait qui sont hors sol et qui n'ont pas ces connexions directes. Et puis de l'autre côté, c'est les inventaires exclusifs. Donc on a plusieurs modèles. Je pense au retail média. Parfois on commercialise les inventaires. Parfois c'est la régie qui commercialise. Parfois c'est de la co-commercialisation. Mais on va offrir des inventaires exclusifs qui sont voilà, on est la régie de plein de e-commerçants dans le monde entier. Alors, on va parler maintenant concrètement. Est-ce qu'il y a quelques exemples qu'on peut citer d'opérations pour... là, je vois sur ma fiche Kikikix. Kikikix, alors est-ce qu'il y en a qui connaissent Kikikix? J'ai découvert ce e-commerçant. Ils sont lancés il y a 1 an et ils font 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Je crois qu'ils ont 23 ou 25 ans. Oui, j'ai complètement oublié la petite zapette. Il y a des choses intéressantes qui ont été diffusées derrière moi pendant que je parlais ou... Non, pas du tout. Tu as complètement oublié. Mais vas-y, diffuse. Bon. En plus, j'ai pas de retour. Ah si, il est là. Attends, je reviens en arrière peut-être parce que quand même... Bon, oui, ouais, c'était un peu entouré bizarrement. Bon, ok. D'accord, ok. Je reviens. Kikikix. Kikikix, oui, c'est un site de e-commerce qui vend des sneakers rares donc, et uniques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous êtes baladé dans Paris, il y a des gens qui font des queues hyper longues pour acheter des baskets. Et en fait, eux, ils sont positionnés là-dessus. Et en fait, voilà, vous pouvez les payer un peu plus cher. Enfin, ils le disent pas comme ça, mais c'est un peu l'histoire. Et donc, vous faites quoi pour eux? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu as raison, parce qu'il faut faire attention au temps. Même si l'histoire est très sympa, ça sera pour une autre fois, de cette société. En fait, on a une activation qui est full funnel avec eux. Donc, on a évidemment du reciblage publicitaire, mais on fait aussi de l'acquisition client. Donc là, on va cibler des segments d'audience commerce, des gens qui achètent des chaussures en ligne. C'était vraiment très bête, hein, mais on commence par là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tactique. Des gens qui ont des pieds, par exemple. On parle de millions de personnes et on peut... Des gens qui ont quoi? Des pieds.
Voilà, des gens qui ont des pieds, qui achètent en ligne, mais évidemment pas chez eux, mais aussi des marques. Voilà. Et donc là, on peut aller vraiment, on peut cibler Prada, Gucci, etc. Là-dessus. Donc de l'acquisition et de la notoriété aussi. Donc on cite cet exemple parce qu'il y a vraiment, on est sur du full funnel pour vraiment être dans le jargon de nos métiers. Et donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette vision, de voir que comment la notoriété va impacter des cohortes sur la conversion plusieurs mois plus tard, etc. Donc voilà pour l'exemple de KikiKix. Fnac Darty. Fnac Darty, autre exemple, donc là c'était KikiKix avec quelques KPI. Prenez des photos si vous voulez les KPI. De toute façon, tout est sur notre site. Non, Fnac Darty, acquisition client. On a apporté 400 000 400 000 visiteurs. Dont 70% de nouveaux clients. Donc ça, c'est vraiment le KPI très fort pour eux. Et typiquement, là, on va apporter c'est des segments type des personnes qui achètent des livres en ligne, mais pas chez Fnac, alors que quand même, voilà, ils sont très référents là-dessus. Donc il y a encore des gens à aller chercher pour eux. Et tout un tas de gens qui achètent des mangas, des choses très précises, parce qu'ils savent, beaucoup de retailers savent qu'il y a des produits d'appel, on vient pour certaines choses. Je viens chez La Redoute pour la maison, voilà, je vais chez Lidl, on le sait, ça c'est dans le physique, parce qu'on a aussi une offre omnicanal pour le produit de la semaine. Voilà, c'est ce qui me fait rentrer, et ensuite après je deviens client. Donc on a aussi cet exemple qui est d'acquisition client et d'activation des données commerce pour Fnac Darty. Alors, est-ce qu'on peut dire que Criteo a fait un pivot avec le commerce média? Oui, non, absolument. Hein. Globalement, Criteo était une solution qui avait un produit, un monoproduit qui était le reciblage publicitaire, qui a accompagné la croissance du e-commerce, vraiment sur la conversion et le bas de funnel, et qui a investi progressivement sur deux volets, remonter le funnel marketing. Donc c'est aussi un gros chantier d'organisation chez nous, parce qu'on parle à des patrons des médias, et pas seulement à l'acquisition et à la performance, mais aussi aux agences médias également. Et de l'autre côté, on a investi depuis 2017, on a fait pas mal d'acquisitions dans le domaine du retail média. C'est Monsieur Drive, Store Retail, Ooklogic, Mabaya plus récemment, et aujourd'hui qui porte ses fruits. Alors, c'est le temps des questions. Je vous regarde. Oui, vous vous présentez et vous parlez fort, comme ça je retraduis votre question. La fin des cookies tiers, est-ce que ça impacte le retail média, Nicolas? Alors, il y a plusieurs offres sur la partie retail média. Le gros, c'est évidemment ce qu'on appelle le on-site. Et donc, c'est un univers qui est contextuel par essence, puisque, en fait, quand j'achète, je suis Lint et je me mets en avant dans la catégorie friandises. Je ne suis pas expert. Oui, chocolat, s'il y a une catégorie chocolat, je ne suis pas sûr sur le site de Carrefour. Voilà, je suis sur du contextuel. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une donnée qui n'est pas tiers, qui est celle évidemment de Carrefour, qui est activée aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de l'affichage au sein de la catégorie, mais on peut avoir de l'intelligence plus forte derrière en fonction des achats passés, d'afficher la pub ou pas. Donc là, on reste dans un univers clos et first party ici. Là où il peut avoir un impact, c'est sur l'activation, ce qu'on appelle off-site, et donc c'est la monétisation off-site. Donc c'est typiquement ce que fait Amazon avec son DSP. J'utilise les données Amazon en dehors d'Amazon, et là Carrefour il veut avoir cette même volonté de monétisation en dehors, surtout que l'inventaire on-site est évidemment limité. Et on va pas, à un moment, enfin, les prix sont pas extensifs sur les CPM qui peuvent être disponibles. Et donc là-dessus, évidemment, à un moment, il faut faire la clé de matching avec les éditeurs et les médias qui peuvent accueillir ces publicités ciblées sur du commerce. Donc là, effectivement, il peut avoir un impact. Et donc les réponses, c'est les différents projets marchés d'Unified ID, etc. Et on verra ce que sera le standard et qui sera offert au sein du projet Google Price Sandbox pour activer tout ça. Dernière question, je vous regarde. On enchaîne. Donc on enchaîne avec comment piloter, on peut l'applaudir,